Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula à la une aujourd'hui. Discours de la glorieuse fête du trône, des actions d'urgence de proximité. Sa Majesté le Roi y dresse une feuille de route ambitieuse et engagée, un élan mobilisateur et un recentrage des priorités sociales au service du citoyen. Au programme des festivités de la commémoration du 19e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi, une réception présidée par le souverain au Palais Machan à Tanger. Sa Majesté le Roi reçoit également l'ancien chef du gouvernement espagnol et l'ancien chef de la diplomatie espagnole, José Luis Rodríguez Zapatero et Miguel Ángel Moratinos. En ce jour, Fas Amir el-Mo'minin inaugure une mosquée que le souverain a baptisée du nom de son Altesse la Princesse El Habla, un nouveau lieu de culte, de guidance et d'orientation spirituelle. À l'agenda royal hier à Al-Husseina, une réunion présidée par le souverain consacrée à l'activation des mesures contenues dans le discours royal du trône. Hier et toujours dans la province, Sa Majesté le Roi a reçu Wali Bank al-Maghrib, le président de la Cour des comptes, et la délégation officielle devant se rendre au lieu saint de l'islam pour accomplir le rite du pèlerinage. Nous célébrons aujourd'hui la glorieuse fête du trône qui coïncide cette année avec le 19e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui a adressé en cette heureuse occasion un discours à la nation. C'était hier un discours historique dans lequel le souverain appelle à un nouveau contrat social. À ce chantier d'urgence s'ajoute un autre, celui de l'adoption de la charte de déconcentration administrative comme levier de réforme permettant de rendre pleinement opérationnel le principe de reddition des comptes et en cohérence avec les visées de la régionalisation avancée. La traduction intégrale du discours royal, Mohamed Aïtlishkar. Louange à Dieu et paix et bénédiction de Dieu sur le prophète Sidna Mohammed, sa famille et ses compagnons. Cher peuple, par la grâce de Dieu, le Maroc a été tout au long de son histoire séculaire un pays providentiellement uni et une nation harmonieusement soudée en tout temps et en toutes circonstances. La fête du trône, dont nous commémorons aujourd'hui le 19e anniversaire, est la célébration concrète de la Béa, l'allégeance qui me lie à toi. Elle symbolise le pacte qui nous engage mutuellement à faire preuve d'une fidélité immuable aux constantes et aux symboles sacrés du Maroc et à consentir tous les sacrifices pour préserver son unité et sa stabilité. Le pacte ainsi scellé entre les rois de ce pays et ses fils sera toujours un rempart infranchissable dressé autour du Maroc pour le protéger des manœuvres des ennemis et des menaces de toute espèce. Grâce à ce pacte, nous avons surmonté les difficultés rencontrées. Nous avons œuvré dans un climat d'unité, de sécurité et de stabilité. Et ainsi, nous sommes fiers de ce que nous avons récolté et engrangé en termes d'acquis et de réalisation.
En effet, parce que le Maroc est notre patrie, notre maison commune, il est de notre devoir à tous de le protéger et de concourir à son essor et à son développement. Le patriotisme, quand il est authentique, s'évertue à renforcer l'unité et la solidarité, particulièrement dans les moments difficiles. C'est pourquoi les Marocains libres ne se laissent jamais affecter par les aléas de la vie, pour accablants qu'ils puissent être parfois. Mieux encore, face aux vicissitudes, pour affronter les épreuves et relever les défis, leur foi s'en trouve fortifiée et leur détermination décuplée. Je suis persuadé qu'ils ne permettront pas aux négativistes, aux nihilistes et autres marchands d'illusions d'user du prétexte de certains dysfonctionnements pour attenter à la sécurité et à la stabilité du Maroc ou pour déprécier ses acquis et ses réalisations. Car en définitive, les Marocains ont conscience que c'est la nation aussi bien que les citoyens qui paient toujours le plus lourd tribut au chaos et à la discorde. Nous continuerons à marcher ensemble et à travailler main dans la main pour aplanir les difficultés conjoncturelles et objectives et ainsi réunir les conditions favorables à la poursuite des programmes et des projets de développement générateurs d'emplois et garants d'une vie digne. Cher peuple, accomplir des réalisations, corriger les failles et remédier aux problèmes économiques ou sociaux sont autant d'objectifs qui nécessitent une action collective, planifiée et coordonnée entre les institutions et les divers acteurs, plus particulièrement entre les membres du gouvernement et les partis qui le composent. Il importe aussi de dépasser les différends conjoncturels, d'œuvrer à l'amélioration du rendement de l'administration et de veiller au bon fonctionnement des institutions, car, in fine, il importe de renforcer le climat de confiance et de sérénité au sein de la société et toutes ses composantes. De fait, les affaires des citoyens ne doivent souffrir d'aucun report ni aucune attente, dans la mesure où elles ne se rattachent pas à une période spécifique. D'ailleurs, les formations politiques responsables sont celles qui se tiennent aux côtés des citoyens dans les bons comme dans les mauvais jours. Il est vrai que les partis s'efforcent de s'acquitter au mieux de leurs tâches. Néanmoins, il leur faudra attirer de nouvelles élites et inciter les jeunes à s'engager dans l'action politique. Les générations d'aujourd'hui étant les mieux placées pour connaître les problèmes et les nécessités de leur époque. Les partis doivent également renouveler leur méthode de travail et rénover leur mode de fonctionnement. Il est attendu des différentes instances politiques et partisanes qu'elles se montrent réceptives aux doléances des citoyens, qu'elles interagissent sans délai avec les événements et les évolutions de la société, voire qu'elles anticipent leur émergence. Et non qu'elle les laisse prendre parfois inopportunément des tours inquiétants, donnant ainsi l'impression qu'elles ne sont nullement concernées par ce qui arrive. Cher peuple, la question sociale retient toute mon attention et m'interpelle vivement, à la fois en tant que roi et en tant qu'homme. Depuis mon accession au trône, j'ai toujours été à l'écoute de la société et prompt à cerner ses attentes légitimes. Constamment à l'œuvre, je porte l'espoir inaltérable d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Au cours de 2 décennies, les réalisations accomplies par le Maroc et les acquis engrangés en faveur des Marocains constituent un véritable motif de satisfaction et de fierté. Pourtant, j'ai le sentiment que quelque chose continue à nous faire défaut en matière sociale. Par la volonté de Dieu, nous poursuivrons l'action menée dans ce domaine avec tout l'engagement requis et la rigueur nécessaire. Ensemble, il nous appartient d'identifier les faiblesses existantes et de leur apporter les remèdes adéquats. L'ampleur du déficit social et les modalités de réalisation de la justice sociale et territoriale sont parmi les principales raisons qui nous ont incités à appeler dans le discours d'ouverture du Parlement au renouvellement du modèle de développement national. En effet, il est insensé que plus de 100 programmes de soutien et de protection sociale de différents formats, et se voyant affecter des dizaines de milliards de dirhams, soient éparpillés entre plusieurs départements ministériels et de multiples intervenants publics. En fait, ces programmes empiètent les uns sur les autres, pêchent par manque de cohérence et ne parviennent pas à cibler les catégories effectivement éligibles. Comment peut-on donc espérer que ces programmes répondent efficacement aux besoins des citoyens et impactent réellement leur quotidien ? Il n'est nul besoin de rappeler ici que nos critiques ne constituent pas une fin en soi, mais une incitation à l'autocritique, exercice vertueux et salutaire si,
à la parole sont joints l'acte et la réforme proprement dit. À cet égard, nous estimons que la nouvelle initiative du registre social unique est un début prometteur, susceptible d'induire un accroissement progressif du rendement des programmes sociaux à court et à moyen terme. Ce registre est un système national d'enregistrement des familles qui pourront bénéficier des programmes d'appui social. Les ménages habilités à jouir des prestations de ce régime seront déterminés selon de rigoureux critères objectifs et grâce aux nouvelles technologies. Il s'agit d'un projet social stratégique ambitieux qui touche de larges franges de la population marocaine. Sa portée dépasse de loin le cadre d'un programme gouvernemental pour un seul mandat et va au-delà d'une vision attribuée à un département ministériel, à un acteur partisan ou à un acteur politique. Cher peuple, l'ambition qui m'anime pour améliorer la situation sociale du pays dépasse largement la simple mise en place d'un dispositif ou d'un programme, si important soit-il. Par conséquent, j'invite le gouvernement et tous les acteurs concernés à entreprendre une restructuration globale et profonde des programmes et des politiques nationales d'appui et de protection sociale et à soumettre des propositions portant sur leurs modalités d'évaluation. Pour cela, une approche participative est requise. Il convient également de faire preuve d'une certaine hauteur de vue, d'inscrire l'action envisagée dans la durée et d'user de célérité dans la phase d'exécution. Il importe aussi de procéder à la capitalisation des acquis et à la mise à profit des expériences réussies. En attendant que cette réforme porte pleinement ses fruits, nous incitons à adopter un ensemble de mesures sociales intermédiaires en cohérence avec l'esprit de la restructuration que nous appelons de nos vœux. J'engage donc le gouvernement à amorcer dans les plus brefs délais l'élaboration de telles mesures et à me tenir périodiquement informé de leur état d'avancement. Pour garantir un impact direct et tangible, j'insiste sur la nécessité de se concentrer sur les mesures d'urgence à mettre en œuvre dans les domaines suivants. Premièrement, donner une impulsion vigoureuse au programme d'appui à la scolarisation et de lutte contre la déperdition scolaire à partir de la prochaine rentrée scolaire, notamment au programme Tessir, d'aide financière à la scolarisation, à l'enseignement préscolaire, au transport scolaire, aux cantines scolaires, aux internats. Le but recherché est d'alléger les charges supportées par les familles et de les soutenir pour que leurs enfants puissent poursuivre leurs études et mener à terme leur formation. Deuxièmement, lancer la troisième phase de l'initiative nationale pour le développement humain en consolidant ses acquis et en recentrant ses programmes sur le développement du capital humain, la promotion de la condition des générations montantes, l'appui aux catégories en situation difficile et en lançant une nouvelle génération d'initiatives génératrices de revenus et d'emplois. Troisièmement, redresser les anomalies qui entachent l'exécution du programme de couverture médicale RAMED et parallèlement refondre en profondeur le système national de santé qui se caractérise par des inégalités criantes et une faible gestion. Quatrièmement, œuvrer avec célérité à l'aboutissement du dialogue social. À cet égard, nous exhortons les différents partenaires sociaux à tenir compte de l'intérêt supérieur du pays et à faire preuve de sens des responsabilités et d'esprit de consensus pour procéder à l'élaboration d'un pacte social équilibré et durable à même de rehausser la compétitivité de l'entreprise et de renforcer le pouvoir d'achat des travailleurs dans les secteurs publics et privés. Je le dis au gouvernement, le dialogue social est un devoir et une nécessité. Il convient de l'instaurer et de le maintenir dans la durée et sans aucune interruption. Et je lui dis également qu'il doit rencontrer régulièrement les syndicats et communiquer constamment avec eux, indépendamment de l'issue éventuelle de ce dialogue. À ce propos, je souligne avoir toujours été persuadé que la forme suprême de protection sociale est celle qui passe par la création d'emplois productifs et garants de dignité. En fait, on ne peut espérer des créations d'emplois ni l'instauration d'un système de protection sociale moderne et décent sans un bond qualitatif dans les domaines de l'investissement et de l'appui au secteur productif national. Par conséquent, et plus spécifiquement, il convient de mener à bien 3 chantiers majeurs. Le premier chantier consiste à faire adopter la charte de déconcentration administrative avant la fin du mois d'octobre prochain. Cet instrument donnera les moyens aux responsables locaux de prendre leurs décisions et d'exécuter les programmes de développement économique et social en accord et en cohérence avec les visées,
de la régionalisation avancée. Le deuxième chantier implique d'agir avec célérité pour faire entériner la nouvelle charte de l'investissement et activer la réforme des centres régionaux d'investissement en leur accordant les prérogatives nécessaires pour remplir leur mission correctement. Citons particulièrement le mécanisme de décision à la majorité des membres présents, en remplacement de la règle d'unanimité actuellement en vigueur. Le regroupement des commissions concernées par l'investissement en une commission régionale unifiée, ce qui permettra de mettre un terme au blocage et aux prétextes invoqués par certains départements ministériels. Le troisième chantier concerne l'adoption de textes juridiques, fixant d'une part à 1 mois le délai maximal accordé à certaines administrations pour répondre aux demandes qui leur sont adressées dans le domaine de l'investissement, tout en établissant que l'absence de réponse dans ce délai tient lieu d'approbation, et empêchant d'autre part toute administration publique de demander de la part d'un investisseur potentiel des documents ou des informations qui sont déjà en possession d'une autre administration publique. C'est en effet au service public qu'il revient d'organiser un échange coordonné des informations grâce au recours à l'informatique et aux nouvelles technologies. Notre souhait est que ces mesures décisives agissent comme un vigoureux catalyseur pour stimuler l'investissement comme jamais auparavant, pour aider à la création d'emplois, améliorer la qualité des prestations offertes aux citoyens, endiguer les manœuvres dilatoires qui, tous les Marocains le savent bien, font le lit de la corruption. Par ailleurs, ces mesures seront un levier de réforme de l'administration. Elles permettront en effet de rendre pleinement opérationnel le principe de reddition des comptes, d'identifier les dysfonctionnements qui empêchent le bon aboutissement de cette réforme. Il convient donc de rendre effectives ces mesures dans le domaine de l'investissement, dans la perspective de les généraliser à tous les niveaux de la relation entre l'administration et les citoyens. Toutefois, la bonne application des textes, aussi parfaits soient-ils, restera tributaire du sérieux et du sens de l'engagement que va y mettre chaque responsable administratif. Nous insistons en outre sur la nécessité d'une mise à jour des programmes d'accompagnement destinés aux entreprises, en particulier ceux visant la facilitation de leur accès au financement, l'accroissement de leur productivité et la formation et la mise à niveau de leurs ressources humaines. Le but recherché est bien de rehausser la compétitivité de l'entreprise marocaine, de renforcer ses capacités exportatrices et d'accroître son potentiel de création d'emplois. Une attention particulière doit être portée aux petites et moyennes entreprises, qui représentent 95% du tissu économique national. L'entreprise productive a aujourd'hui besoin de davantage de confiance de la part de l'État et de la société. C'est la voie à travers laquelle l'investissement pourra retrouver le niveau souhaité et l'attentisme délétère cédera la place à une dynamique marquée par la prépondérance d'un esprit d'initiative responsable et d'innovation. En effet, le regain du dynamisme économique est tributaire du niveau d'engagement des entreprises, du renouvellement de la culture des affaires et d'une exploitation optimale des nombreux atouts offerts par le Maroc. Il convient également de prendre en considération les enjeux de la compétition internationale et même parfois de ceux des guerres économiques et commerciales. Cher peuple, notre souci constant d'améliorer la situation sociale générale et de relever les défis économiques n'a d'égal que notre engagement actif à préserver et à valoriser les ressources stratégiques de notre pays. En la matière, au premier chef, l'eau joue un rôle clé dans la dynamique de développement et dans la préservation de la stabilité. Dieu dit dans le Saint-Coran: nous avons fait de l'eau toute chose vivante. À cet égard, le plan national de l'eau doit apporter des remèdes aux problématiques de gestion des ressources en eau au cours des 30 prochaines années. En ce qui les concerne, le gouvernement et les institutions compétentes sont appelés à prendre des mesures d'urgence et à mobiliser tous les moyens disponibles pour traiter les situations urgentes liées au faible approvisionnement des habitants en eau potable et à la fourniture des volumes d'eau destinés à l'abreuvement du cheptel, particulièrement pendant la saison d'été. C'est pourquoi nous n'avons cessé d'insister sur la nécessité de poursuivre la politique de construction de nouveaux barrages, un domaine où le Maroc fait figure de pionnier. À cet égard, j'ai tenu à perpétuer cette tradition, comme en témoignent les 30 barrages de tailles différentes qui ont été érigés durant les 18 dernières années.
Cher peuple, le devenir du Maroc comme son passé et son présent relève de notre responsabilité à tous. Ensemble, nous avons réalisé bien des choses dans divers domaines. C'est ensemble encore que nous saurons relever les défis nouveaux et concrétiser les aspirations qui nous tiennent à cœur. En revanche, rien n'est acquis sans l'unité, la solidarité et la stabilité du pays, sans la foi dans la communauté de destin qui nous unit, dans la joie comme dans la peine, sans un patriotisme sincère et un civisme responsable. Face au développement que connaît notre pays, nous avons plus que jamais besoin de rester attachés à nos valeurs religieuses et nationales immuables. Nous devons aussi avoir constamment présent à l'esprit les sacrifices consentis par nos ancêtres pour que le Maroc reste uni, pleinement souverain et éminemment digne. C'est donc tout naturellement que nous sommes saisis en ce moment d'une pensée émue et déférente pour la mémoire immaculée des valeureux martyrs de la patrie. À leur tête, notre auguste grand-père, Feu Sa Majesté le roi Mohammed V, et notre illustre père, Feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu les ait en sa sainte miséricorde. L'instant est également propice pour rendre un vibrant hommage aux forces armées royales, à la gendarmerie royale, aux forces auxiliaires, à la sûreté nationale et à la protection civile, dans toutes leurs composantes pour leur mobilisation constante sous notre commandement afin de défendre l'intégrité, la sécurité et la stabilité du pays. Nous tenons aussi à saluer l'action humanitaire et sociale des forces armées royales, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Nous songeons en particulier à l'exemple de l'hôpital de campagne déployé à Gaza pour alléger les souffrances de nos frères palestiniens et pour les appuyer dans leur lutte, et à celui de l'hôpital du camp Zaatari. Ces missions viennent s'adjoindre au travail humanitaire et médical précédemment effectué par nos forces armées royales dans plusieurs pays africains frères. Je serai, cher peuple, comme tu m'as toujours connu, le premier à te servir, ayant toujours à cœur de répondre à tes préoccupations, réceptif à tes doléances et garant de tes droits et de tes valeurs sacrées. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas, véridique est la parole de Dieu. La fête du trône, une occasion pour l'ensemble des composants de la nation de réitérer leur fidélité et leur indéfectible attachement au glorieux trône à Alavite. Au Palais Marchand à Tanger, Sa Majesté le Roi a présidé une réception. Le souverain, accompagné de son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan, et de son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, a été salué par plusieurs personnalités marocaines et étrangères venues présenter leurs vœux à Sa Majesté le Roi. En cette heureuse occasion, Mohamed Aïtlishkar. Palais Marchand à Tanger, où Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, accompagné de son Altesse Royale, le Prince héritier Moulay El Hassan, et de son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, a présidé une réception à l'occasion du 19e anniversaire de l'accession du souverain au trône de ses glorieux ancêtres. Au début de cette cérémonie, Sa Majesté le roi a salué les couleurs nationales au son de l'hymne national, alors que retentissait une salve de 21 coups de canon.
Sa Majesté le roi Mohamed VI a ensuite été salué par plusieurs personnalités marocaines et étrangères venues présenter leurs vœux à Sa Majesté le roi en cette heureuse occasion. Ainsi, le souverain a été salué par le chef du gouvernement, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre des conseillers, le premier président de la Cour de cassation, le procureur général du roi près cette cour, le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour des comptes, le président du Conseil économique, social et environnemental, le secrétaire général du Conseil supérieur des ulémas, le président du Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, et le président du Conseil national des droits de l'homme. Sa Majesté le roi Mohamed VI a également été salué par le médiateur du royaume, la présidente de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle, le président du Conseil de la concurrence, le président du Conseil royal consultatif pour les affaires sahariennes, le wali de la région de Tanger-Tétouan al-Husseima et le président du Conseil de la région de Tanger-Tétouan al-Husseima. Par la suite, Sa Majesté le roi Mohamed VI a été salué par le général de corps d'armée, inspecteur général des forces d'armée royales, le général de division commandant la gendarmerie royale, le général de division inspecteur des forces royalaires, le général de brigade inspecteur de la marine royale, le général de brigade inspecteur des forces auxiliaires zone sud, le général de brigade inspecteur des forces auxiliaires zone nord, le général de brigade chef du 3e bureau, le directeur général de la Sûreté nationale et directeur général de la surveillance du territoire national, ainsi que par le directeur général des études et de la documentation. Sa Majesté le roi Mohamed VI a aussi été salué par le doyen du corps diplomatique africain, ambassadeur de la République centrafricaine, le vice-doyen du corps diplomatique arabe, ambassadeur du royaume de Bahreïn, le doyen du corps diplomatique européen, ambassadeur d'Ukraine, le doyen du corps diplomatique asiatique, ambassadeur de la République d'Azerbaïdjan, et le doyen du corps diplomatique américain, ambassadeur de la République du Chili. Par la suite, Sa Majesté le roi Mohamed VI a été salué par l'archevêque de Tanger, la présidente de l'Église évangélique au Maroc, le président de l'Église orthodoxe russe et le grand rabbin de Casablanca. Sa Majesté le roi Mohamed VI a ensuite été salué par M. Gianni Infantino, président de la FIFA, José Luis Rodríguez Zapatero, ancien chef du gouvernement espagnol, Miguel Ángel Moratinos, ancien ministre espagnol des Affaires étrangères et de la coopération, Akinwumi Adesina, président de la Banque africaine de développement, Jacques Diouf, diplomate, ancien directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, Adnan Amin, directeur général de l'Agence internationale d'énergie renouvelable, ainsi que par Madame Aïcha Al-Khattabi, fille de feu Mohamed Ben Abdelkrim Al-Khattabi. La célébration par le peuple marocain en ce jour du 19e anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le roi Mohamed VI est une occasion pour l'ensemble des composantes de la nation de réitérer leur fidélité, leur loyalisme et leur indéfectible attachement au glorieux trône alawite.
De nombreuses personnalités se sont dites honorées de prendre part à Tanger aux festivités marquant le 19e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres. Nous vous proposons ces témoignages. Écoutez le président de la FIFA et le président de la Banque africaine de développement. Pour moi aujourd'hui un honneur incroyable d'être ici à Tanger, cette fête du trône, cette belle cérémonie avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de sensations fortes. Dans un pays qui adore le football, avec un roi, Sa Majesté qui aime le football, en tant que président de la FIFA et donc de l'organisation fêtière du football au niveau mondial, c'est un plaisir et un honneur d'être là. Je pense que on a des beaux projets pour le futur du football au Maroc, en Afrique et dans le monde entier. Et c'est pour ça que je suis très heureux aujourd'hui d'être ici. Bon, je suis vraiment très honoré d'être invité par Sa Majesté le Roi à cette occasion où on fait la célébration de son accession au trône. La Banque africaine de développement, c'est une partenaire très important pour le Maroc. Depuis que nous avons commencé notre investissement ici, nous avons fait l'investissement de plus de 10 milliards de dollars. Et aussi, à l'heure actuelle, notre portefeuille, c'est environ 3,1 milliards de dollars. On est vraiment très fiers de la Maroc sur le secteur énergie, en ce qui concerne l'énergie renouvelable, pour laquelle le roi est le champion pour l'Afrique. Le roi aussi le champion en ce qui concerne l'intégration régionale. Donc je suis là pour lui souhaiter la bénédiction de Dieu, pour lui souhaiter aussi beaucoup de sagesse, beaucoup de bonne santé et beaucoup de réussite pour le Maroc, un pays dans lequel on est vraiment très fiers. Toujours au palais Marchand à Tanger, Sa Majesté le roi accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid a reçu José Luis Rodríguez Zapatero, ancien chef du gouvernement espagnol, et Miguel Ángel Moratinos, ancien ministre espagnol des Affaires étrangères et de la coopération. Miguel Ángel Moratinos était accompagné lors de cette audience de son fils David Moratinos. Le programme des festivités se poursuit. Le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que leurs Altesses Royales, les princesses, présideront ce soir au Palais Marchand à Tanger un dîner offert par Sa Majesté le Roi en l'honneur des femmes invitées. Et demain, Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, présidera à partir de 13h45 à la place du Mèchoir du Palais Royal à Tétouan la cérémonie de prestation de serment devant Sa Majesté par les officiers, nouveaux lauréats des différentes écoles et instituts militaires, paramilitaires et civils. Sa Majesté le Roi recevra aux messes des officiers de la garde royale de la ville de Tétouan les vœux des forces armées royales. Le souverain recevra également les officiers majeurs de promotion, lauréats des différentes écoles et instituts militaires, paramilitaires et civils. Un déjeuner sera offert en cette glorieuse occasion et à partir de 16h45, Sa Majesté le Roi présidera la cérémonie d'allégeance à la place du Mèchoir du Palais Royal de Tétouan. En ce jour faste, Sa Majesté le Roi Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale, le prince héritier Moulay El Hassan, a procédé à l'inauguration d'une mosquée que le souverain a bien voulu baptiser du nom de son Altesse la princesse Lalla Abla. Une inauguration qui témoigne encore une fois de l'intérêt qu'accorde Amir al-Mu'minin à ces lieux de culte, cœur vibrant de la sphère spirituelle. Boukr Ben Ghabrit. En ce jour faste commémorant le 19e anniversaire de l'accession de Sa Majesté le Roi au trône de ses glorieux ancêtres, témoigne de l'intérêt particulier qu'accorde Amir al-Mu'minin aux mosquées, cœur vibrant de la sphère spirituelle, et sa volonté de les conforter dans la vocation qui est la leur en tant que lieu de culte et espace d'invocation de Dieu, de guidance, d'orientation et d'alphabétisation. Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El Hassan, a donc procédé à Tanger à l'inauguration d'une mosquée que le souverain a bien voulu baptiser du nom de son Altesse la princesse Lalla Abla, que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde et l'accueille dans son vaste paradis, avant d'y accomplir la prière du salut de la mosquée. Faisant partie intégrante du programme intégré de reconversion de la zone portuaire de Tangéville, la nouvelle mosquée
dont la réalisation a nécessité des investissements de l'ordre de 26 millions de dirhams, se situe à l'aboutissement de l'avenue Mohamed VI et donne à la fois sur le nouveau port de pêche de Tanger, inauguré le 7 juin dernier par Sa Majesté le Roi, et sur la gare maritime du port de Tanger-Ville. D'une capacité d'accueil intérieur de plus de 1900 fidèles, la mosquée Son Altesse la Princesse Lalla Abla, édifiée sur un terrain de 5712 mètres carrés, a été réalisée selon les normes architecturales marocaines authentiques. Elle dispose ainsi de toutes les commodités nécessaires aux fidèles et aux préposés au culte, notamment 2 salles de prière, hommes et femmes, des logements pour l'imam et le muezzin, des commerces et une esplanade de 2720 mètres carrés. La réalisation de cette nouvelle mosquée illustre une nouvelle fois l'attention particulière qu'accorde le souverain aux affaires religieuses et sa détermination permanente de doter le royaume de mosquées alliant fonctionnalité et esthétique pour que la communauté des croyants puisse exercer son culte dans de bonnes conditions. Hier, à son arrivée au siège de la préfecture de la province d'Al-Hoceima, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a passé en revue un détachement de la garde royale qui rendait les honneurs. Le souverain était accompagné de Son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan et de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid. Sa Majesté le Roi a été salué par le wali de la région Tanger-Tétouan Al-Hoceima, par le président du conseil de la région, le gouverneur de la province d'Al-Hoceima, le président du conseil communal de la ville, des élus locaux et d'autres personnalités. Toujours à Al-Hoceima, Sa Majesté le Roi a présidé hier une réunion consacrée à l'activation des mesures contenues dans le discours royal en présence du chef du gouvernement et des ministres concernés par les principales questions abordées par ce discours, dans lequel le souverain a souligné les questions prioritaires dans les domaines économiques et sociaux. C'est ce qu'indique un communiqué du cabinet royal. Nisril El-Hamdaoui. Cette réunion intervient après le discours du trône dans lequel Sa Majesté le Roi a souligné les questions prioritaires dans les domaines économiques et sociaux. Le souverain y a également indiqué les mesures qu'il convient d'adopter à l'effet de consolider la confiance au sein de la société et entre les différents acteurs politiques, économiques et syndicaux et de réaliser la justice sociale et spatiale en mobilisant toutes les ressources et énergies nationales. Au cours de cette réunion, Sa Majesté le Roi s'est adressé aux membres du gouvernement présent, abordant 3 sujets de grande priorité. Il s'agit d'une part de la situation du système de soutien et de protection sociale qui nécessite un travail de restructuration globale. D'autre part, de l'accélération de la réforme du cadre de l'investissement et de l'accompagnement des entreprises, notamment en vue de créer davantage d'emplois. Et enfin, de l'élaboration du plan d'action à l'horizon 2025 dans le domaine de l'eau. Sa Majesté le Roi a également mis l'accent sur les mesures intermédiaires à mettre en place dès la rentrée prochaine. Ces mesures indiquées dans le discours du trône concernent en particulier le soutien à la scolarisation, le lancement de la 3e phase de l'initiative nationale pour le développement humain et le redressement des dysfonctionnements du système RAMED. La présidence de cette réunion par Sa Majesté le Roi reflète la haute sollicitude royale et traduit la volonté ferme du souverain de trouver des solutions réalistes et innovantes aux différents problèmes posés, et ce, dans un esprit de mobilisation nationale. À cette occasion, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes orientations aux ministres concernés, soulignant la nécessité d'une coordination et d'une synergie totale dans l'action des différents intervenants et insistant sur le besoin d'adopter une approche participative et de se concentrer sur la réalisation des objectifs parce que les citoyens attendent du travail tenace et des résultats tangibles.
Sa Majesté le Roi a par ailleurs souligné sa détermination à suivre personnellement l'état d'avancement de ces chantiers. Le souverain a également insisté sur la nécessité d'adopter une nouvelle méthode de travail, basée sur l'accélération du rythme des réalisations et sur le sérieux et l'engagement dans l'action, avec des rendez-vous périodiques pour la présentation des réalisations tangibles et, le cas échéant, des éventuelles contraintes qu'il conviendrait de surmonter. Cette réunion s'est déroulée en présence du chef du gouvernement, M. Saad El-Othmani, du ministre d'État chargé des droits de l'homme, M. Mostafa Ramid, du ministre de l'Intérieur, M. Abdelwafil Ftit, du ministre de l'économie et des finances, M. Mohamed Boussaïd, du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, M. Aziza Khannouch, du ministre de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Saïd Hamzazi, du ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'économie numérique, M. Moulay Hafid Alami, du ministre de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau, M. Abdelkader Amara, du ministre de la Santé, M. Anas Doukali, du ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement durable, M. Aziz Rbah, et de la ministre de la Famille, de la Solidarité, de l'Égalité et du Développement social, Mme Bassima Al-Haqawi. Audience royale El Husseima, Sa Majesté le Roi accompagné de son Altesse Royale le Prince héritier Moulay Hassan et de son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid a reçu hier Wali Bank al-Maghrib et le président de la Cour des comptes. Amir al-Mu'minin a tout aussi reçu les membres de la délégation officielle devant se rendre au lieu saint de l'islam pour accomplir le rite du pèlerinage. Les développements avec Boubkir Ben Ghabrit. À Al-Husseima, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a reçu dimanche M. Abdelatif Jouahri, Wali Bank al-Maghrib, qui a présenté au souverain le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2017. Dans son allocution devant Sa Majesté le Roi, M. Jouahri a indiqué qu'en 2017, la croissance de l'économie nationale a connu une nette accélération à 4,1%. Bénéficiant des conditions climatiques favorables et du raffermissement de l'économie mondiale. Cette amélioration a permis la création d'un nombre important d'emplois qui est resté toutefois insuffisant pour absorber les nouveaux demandeurs sur le marché du travail, entraînant ainsi une légère hausse du taux de chômage. Au niveau des équilibres macroéconomiques, il a précisé que le déficit budgétaire s'était allégé à 3,6% du PIB et que le déficit du compte courant était revenu à 3,6% du PIB, contribuant à maintenir les réserves internationales nettes à un niveau permettant de couvrir près de 6 mois d'importation. Dans ce contexte, l'inflation a marqué un net ralentissement, revenant à 0,7% sous l'effet d'une amélioration de l'offre des produits alimentaires à prix volatile, a poursuivi M. Jouahri. Au regard de ces évolutions, Bank al-Maghrib a maintenu l'orientation accommodante de sa politique monétaire en vue de soutenir l'activité économique. Elle a ainsi gardé son taux directeur inchangé et a continué son programme de soutien au financement bancaire des très petites et moyennes entreprises. Bank al-Maghrib a également continué de renforcer son cadre de supervision bancaire tout en assurant un accompagnement particulier aux banques participatives dont les activités ont démarré au courant de l'année. La banque a également procédé au rehaussement de la crédibilité des systèmes et moyens de paiement et à la consolidation de la résilience des infrastructures des marchés financiers. Il a relevé par ailleurs que l'année 2017 a été marquée par l'aboutissement des préparations de la réforme du régime de change, dont la mise en œuvre, entamée au début de l'année 2018, se déroule dans de bonnes conditions avec une appropriation par les banques et les entreprises. M. Jouahri a affirmé que le Maroc a réalisé quelques avancées en 2017. Toutefois, le rythme du progrès reste en deçà des attentes. L'activité non agricole étant lente et malgré les incitations accordées à l'effort de la dépense publique, l'investissement privé reste limité, réduisant ainsi les chances d'une reprise rapide de la croissance et de l'emploi. Il a ajouté que de tels constats, après les performances remarquables au cours de la première décennie de 2000, ont amené Sa Majesté le Roi à s'interroger sur l'adéquation de notre modèle de développement
au contexte actuel et sur sa capacité à répondre aux aspirations légitimes de la population, appelant ainsi à le revoir et à le repenser. À cet égard, M. Jouahri a affirmé qu'au regard des efforts importants qu'il déploie, le Royaume du Maroc a besoin non seulement de poursuivre et d'élargir les réformes, mais également et surtout de réussir leur mise en œuvre et de les parachever dans les délais impartis. C'est le cas de la réforme du système d'éducation et de formation, dont la déclinaison tarde à prendre forme 3 ans après l'adoption de la vision stratégique 2030, a-t-il dit. Il en est de même pour le plan national de promotion de l'emploi, qui nécessite des mesures concrètes pour atteindre les objectifs ambitieux qu'il s'est fixés. Dans le même sillage, M. Jouahri estime que la réforme de la compensation devrait être parachevée et généralisée dans le cadre d'une politique plus globale, axée à la fois sur l'instauration de la réalité des prix et sur le soutien aux ménages les plus démunis. À ce sujet, il a affirmé qu'il devenait urgent de mettre en place un système de ciblage de la population, d'autant plus que plusieurs programmes sociaux, face à de fortes contraintes financières qui menacent leur viabilité. De même, concernant les régimes de retraite, il a indiqué qu'au vu du rythme de l'épuisement des ressources de la Caisse marocaine des retraites, il était de parachever le processus entamé en 2016 de manière à assurer la pérennité de ces régimes. Sur un autre registre, Wali Bank El Maghrib a précisé que le Maroc a réalisé, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, des progrès notables en termes de consolidation de sa stabilité, de son positionnement régional et de son attractivité. En outre, il continue de jouir de la confiance des institutions internationales et d'une appréciation positive des agences de notation. Pour consolider et pérenniser ces acquis, M. Jouahri estime que les autorités gagneraient à revoir la gouvernance de la politique publique pour lui assurer davantage de cohérence, d'efficacité et de rendement. Au final, il a affirmé que notre pays a besoin aujourd'hui d'un véritable sursaut et d'une mobilisation de toutes ses forces vives pour instaurer un climat favorable et remettre l'économie sur un sentier plus élevé de croissance et de création d'emplois. Notre pays, a-t-il estimé, pourra ainsi assurer de meilleures conditions de vie à sa population et donner l'espoir d'un avenir meilleur à sa jeunesse. M. Abdelatif Jouahri a à cette occasion remis à Sa Majesté le roi Mohammed VI le rapport annuel de la Banque centrale sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2017. Toujours à Al-Husiba, Sa Majesté le roi Mohammed VI, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay El-Hassan et de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, a reçu M. Driss Jto, président de la Cour des comptes, qui a présenté au souverain le rapport annuel relatif aux activités des juridictions financières au titre des années 2016-2017, et ce conformément aux dispositions de l'article 148 de la Constitution et l'article 100 de la loi 62/99 formant code des juridictions financières. Présentant ce rapport, M. Jto a indiqué que les juridictions financières ont mené 160 missions de contrôle dans le domaine de la gestion et rendu 2677 décisions et jugements au sujet des comptes produits par les comptables publics et 215 décisions et jugements disciplinaires dans le domaine du budget et des affaires financières. Après avoir rappelé que la Constitution du Royaume a confié à la Cour des comptes la mission d'exercer le contrôle supérieur de l'exécution de la loi des finances, M. Jto a souligné que la Cour a entamé la réalisation d'une mission de contrôle chaque année concernant l'exécution du budget. La première mission de ce genre a été réalisée au titre de l'année 2016 et la Cour se penche actuellement à achever la mission de contrôle du budget 2017. Il a mis l'accent sur l'importance des crédits alloués par l'État à l'investissement en général et au financement des stratégies sectorielles en particulier, relevant dans ce cadre l'effet limité de cet effort sur le développement de manière globale et la création de l'emploi plus précisément. Dans ce sens, M. Jto a recommandé l'efficacité et le rendement dans le choix des programmes et le ciblage d'un développement durable et équilibré bénéficiant à toutes les couches sociales et les différentes régions du territoire national. Il a à cet égard ajouté que sur instruction de Sa Majesté le Roi, la Cour a réalisé une mission d'évaluation de l'action des centres régionaux d'investissement qui a donné lieu à plusieurs remarques et recommandations soumises à Sa Majesté le Roi le 11 décembre 2017.
La Cour a mis l'accent également sur certains facteurs qui pourraient constituer des risques sur la durabilité des finances publiques, dont le niveau élevé de la dette publique et son rythme croissant, ainsi que la problématique des arriérés de l'État au profit de certains établissements publics et entreprises privées, et qui concerne plus précisément la restitution de la TVA. Il a souligné aussi la persistance de la problématique de la durabilité des régimes de retraite, relevant dans ce cadre que malgré la réforme du régime des pensions civiles lancée en 2016, le déficit financier de ce régime s'est aggravé. Eu égard à l'importance du domaine social, M. Jeto a indiqué que la Cour des comptes a intensifié le contrôle des organes publics, assurant la gestion des secteurs de l'éducation et la formation et de la santé publique. Dans le domaine de l'enseignement, plusieurs missions de contrôle ont été menées, dont des missions d'évaluation des résultats du programme d'urgence de l'éducation et de la formation 2009-2012. L'État s'est engagé à exécuter ce programme en mobilisant une enveloppe budgétaire de 43,124 milliards de dirhams, sans compter les dépenses de fonctionnement. Sur la base de ce budget, des projets ont été programmés pour des engagements à hauteur de plus de 35 milliards de dirhams, tandis que la somme des paiements exécutés a atteint 25,165 milliards de dirhams. Au niveau des réalisations, la Cour a enregistré l'absence chez les administrations concernées d'un bilan global et précis au niveau financier et quantitatif de tous les projets et mesures de ce programme. Toutefois, les missions de contrôle réalisées par la Cour ont fait ressortir que les objectifs fixés par ce programme n'ont pas été atteints. Ainsi, nonobstant l'amélioration de certains indicateurs quantitatifs, la Cour relève la non-généralisation de l'enseignement préscolaire, la non-couverture de l'ensemble des communes rurales en enseignement collégial et en internat, l'aggravation de l'encombrement, le maintien de la déperdition scolaire à des niveaux élevés, l'exploitation d'établissements scolaires dans une situation précaire et la non-prise en considération des besoins du système d'enseignement en ressources humaines. S'agissant de la santé, M. Jeto a indiqué que le rapport annuel contient les conclusions des missions d'audit de 7 établissements hospitaliers réalisés en partenariat avec les conseils régionaux. Ces audits ont fait ressortir les mêmes observations qui ont été enregistrées durant les années passées, à savoir que la gestion des établissements hospitaliers souffre de dysfonctionnements structurels au niveau de la planification stratégique, la programmation, la gouvernance hospitalière, la gestion des services médicaux, la facturation et le recouvrement des recettes, outre la gestion des médicaments et des fournitures médicales, a noté M. Jeto. Le fait d'accorder de l'importance à quelques secteurs qui concernent de près les citoyens et les prestataires n'empêche pas la Cour des comptes de s'intéresser à d'autres organes stratégiques et importants pour le pays, a ajouté M. Jeto, précisant dans ce cadre que la Cour avait effectué une mission à la Caisse de dépôt et de gestion. À cet effet, la Cour a recommandé la révision du cadre juridique et institutionnel régissant la Caisse de sorte à lui permettre d'être en phase avec les meilleures pratiques en matière de gouvernance et d'appuyer les choix stratégiques à travers des plans réalisables conformément à des agendas bien définis. Le président de la Cour des comptes a également recommandé la révision du positionnement de la Caisse dans certains métiers ainsi que la restructuration des filiales s'activant dans divers secteurs, voire la possibilité d'abandonner certaines d'entre elles, outre le respect des engagements et objectifs sur la base desquels les autorisations ont été accordées s'agissant de la gestion du portefeuille, des filiales et des actions. La Cour des comptes a réalisé en 2017 une mission d'audit au niveau du groupe ECP qui a porté essentiellement sur les activités liées à l'extraction des phosphates et leur traitement via lavage et flottation, aussi bien qu'à leur transport par train ou pipeline, à partir des sites d'extraction vers les unités chimiques pour leur valorisation ou exportation, a-t-il expliqué. Le rapport annuel de la Cour des comptes est le fruit des efforts de tous les magistrats et personnels des juridictions financières qui s'inspirent des hautes orientations éclairées de Sa Majesté le Roi, qui ne cesse d'inciter à la consécration des principes de reddition des comptes et de transparence et de la bonne gouvernance pour une gestion rationnelle des deniers publics, l'amélioration du rendement de la gestion publique et de son efficacité et la modernisation de ses modes, a-t-il conclu. Toujours Al-Husima, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir al-Mouminin, a